Merci, donc je suis tenu par le programme. Merci pour ce débat, merci pour ces deux exposés. Et je vous propose de passer donc à la deuxième partie de l'après-midi. On va basculer des problématiques, des problématiques énergétiques. Si vous voulez vous mettre devant le... Ben, il ne marche pas, mais si vous arrivez à le faire marcher... Donc cette troisième partie va être présentée par Alain Rolla, qui est docteur en chimie et dirigeant du développement technologique de Rhodia au sein du groupe Solvay. Merci. Ah oui, il n'est pas visible. Okay. Il n'est pas visible. Bonjour. Donc je vais vous parler de terres rares. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion lors de vos études d'approcher ce type d'éléments. Donc je vais rapidement expliquer ce que sont les terres rares. Ensuite, je parlerai un peu plus précisément du marché et des caractéristiques de ce marché. Après, je parlerai un petit peu de procédés, comment on élabore les produits finis utilisant des terres rares. Et enfin, je parlerai d'une initiative actuelle qui a démarré, ça fait maintenant 2 ans, sur le recyclage de ces terres rares dans le groupe Solvay. Les terres rares, c'est quoi? C'est ce que, en général, on appelle les lanthanides. Je le précise parce que souvent, donc, ce sont ces métaux-là, du lanthane au lutécium, auquel on adjoint l'yttrium. Je le précise parce que souvent il y a confusion dans le public entre les terres rares et les métaux rares. Tous les métaux rares ne sont pas des terres rares. Typiquement, quand on parle d'uranium, ce n'est pas une terre rare. On se limite réellement à ces éléments-là, les lanthanides plus l'yttrium. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais je voudrais simplement évoquer 2 points particuliers concernant la structure électronique des terres rares qui explique beaucoup de choses de ce dont on va parler ensuite. La première chose, c'est que les terres rares, toutes, ont la même structure externe ici, un 5D6S, ce qui signifie qu'elles vont toutes avoir quasiment le même comportement chimique. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que comme on va le voir ensuite, on les trouve toujours associés dans les minerais, on les trouve toujours associés dans la terre, et que leur application nécessite de les avoir à très haute pureté. Un point très très important du procédé va être les séparations des terres rares entre elles, séparation qui, à cause de cette similitude chimique, va devenir très difficile. Et ça, c'est un point clé quand on aborde le problème du procédé des terres rares, de comprendre cette spécificité-là. Deuxième spécificité atomique, c'est les orbitales 4F, là, qui sont des orbitales internes, et seuls les lanthanides ont des orbitales internes, des orbitales 4F, pardon, et les actinides ont des orbitales 5F, mais en raison de la radioactivité des actinides, elles ne peuvent pas être utilisées de la même façon. Et ça signifie que les propriétés électroniques, donc les propriétés en réalité magnétiques et optiques de ces éléments, vont être extrêmement spécifiques à ces éléments. Et lorsqu'on parle de substitution, souvent on parle de substitution, il faut bien avoir ça en tête. Trouver des éléments qui vont avoir les mêmes propriétés, ce n'est quasiment pas possible. Donc on peut toujours envisager des substitutions en modifiant beaucoup plus le type de technologie. Mais substituer une terre rare par un autre élément dans une application donnée, la plupart du temps, ce n'est pas possible. Voilà, alors un petit peu, puisqu'on est avec des géologues, quelques mots sur ce que sont les minéraux des terres rares. Je ne connais pas, pour être honnête, je ne connais pas l'ensemble des minéraux des terres rares, je crois qu'il y en a plus de 150. Ici, je vous ai simplement listé les minéraux qui sont ou ont été utilisés en tant que ressources terres rares. Donc vous voyez que c'est assez large, on a en fait beaucoup de phosphates, on a des silicates aussi, on a des oxydes, voilà. Donc ça c'est les différents, et puis des carbonates. Donc ça ce sont les minéraux existants ou qui ont été utilisés par le passé en tant que ressources de terres rares.
Un point important, c'est que ici, j'ai indiqué, dans la dernière colonne, là, j'ai indiqué LRE ou HRE. Qu'est-ce que ça veut dire? HRE, ça veut dire Heavy Rare Earth, et LRE, ça veut dire Light Rare Earth. Si je reviens à ça, vous voyez que il y a donc des lanthanides, la première série là, du lantane au samarium, en gros, c'est ce qu'on appelle les lanthanides légers, et ensuite de l'europium au lutécium, c'est ce qu'on appelle les lanthanides lourds. Et cette différence est très importante parce que les différentes applications vont être très spécifiques à chacune des terres rares. Donc, selon que on va avoir des minéraux plutôt riches en terres rares légères ou plutôt riches en terres rares lourdes, on va pouvoir relier ce type de ressources à des applications. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça quand on va aborder ensuite la problématique des ressources liées au marché. Ici, je vais passer rapidement. C'est pour simplement, vous voyez, indiquer pour différents types de minéraux. Hein. Donc, si je prends par exemple la basnésite ici, vous voyez qu'il n'y a quasiment que du lantane, cérium, praséodyme, néodyme. Après, vous voyez pratiquement rien. Donc ça, c'est un minéral type de terre rare légère. Alors que si je prends ici le xénotyme, vous voyez qu'il y a peu de terres rares légères, par contre énormément de terres rares lourdes plus l'yttrium. Donc ce type de distinction est très très important quand on parle ensuite des projets miniers. Donc maintenant que vous savez tout sur les terres rares, je vais pouvoir passer au marché. Alors, quelques caractéristiques du marché des terres rares. Première caractéristique, les terres rares en termes d'utilisation se trouvent pratiquement dans toutes les applications modernes, je dirais, soit de type énergie, soit de type communication. Et ça signifie quoi? Ça signifie que ça va être un marché difficile à aborder. Difficile à aborder parce que vous ne pouvez pas avoir le même abord si vous parlez, je ne sais pas, disons de tout ce qui est ordinateur, etc., ou si vous parlez d'industrie nucléaire, ou si vous parlez d'énergie. Donc, marché large, complexe, difficile. Deuxième caractéristique, le marché global des terres rares est faible. Hein, on parle en tout donc là c'est des chiffres de 2012, on parle de 115 000 tonnes an. Bon, certaines prévisions les font monter à 150 000 tonnes an. On reste sur des petits marchés. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé de terres rares. Ça reste quand même un marché de spécialité et même de petite spécialité. Troisième caractéristique, je l'ai dit au départ, les terres rares en tant que telles, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut réellement regarder élément par élément. Et selon qu'on parle du lantane, par exemple, ou du dysprosium ou du terbium, ce ne sont pas les mêmes applications et ce ne sont pas les mêmes prix. Typiquement, vous voyez qu'ici, c'est des prix qui datent d'un an, hein, mais le lantane, il est à moins de $10 du kilo. L'europium ou le terbium, ce sont des produits qui sont à aux alentours de $1000 du kilo. Donc on a réellement des produits qui sont très très différents en termes de valeur. Et comme chacune de ces terres rares va être utilisée dans des marchés différents, ça veut dire qu'on ne va pas... Alors, décidément, j'ai beaucoup de mal. Et on ne va pas avoir la même taille de marché selon qu'on parle d'un marché en volume ou en valeur. Vous voyez qu'ici, par exemple, les aimants permanents qui utilisent dysprosium néodyme c'est une application qui est forte, qui représente une part très importante tant en valeur qu'en volume. Mais par contre, si vous prenez les phosphores, les luminophores, vous voyez que c'est une application qui représente quelque chose de très important en valeur, mais pas grand-chose en volume. Et inversement pour les poudres de polissage, par exemple. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un point important à avoir en tête. Marché des terres rares, globalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder
application par application pour être capable de bien évaluer ce dont on parle. Est-ce que je vais passer rapidement là-dessus? Bon, c'est simplement pour vous lister. Je vais prendre 2 exemples pour comprendre, pour vous expliquer un petit peu ce dont je veux parler. On va prendre l'exemple des aimants ici. Donc, ce sont des produits qui sont utilisés dans les voitures électriques, les éoliennes, voilà, ce genre de choses. On utilise du néodyme, du praséodyme, du dysprosium, du terbium. Inversement, si on prend par exemple, toujours pour les voitures, la partie dépollution, donc la catalyse de dépollution qui permet d'éviter de rejeter des gaz toxiques, on a aussi des terres rares, mais là on parle de lanthane, de cérium essentiellement, pardon. Donc vous voyez que application par application, on dit toujours terres rares, ce sont des produits différents. Et bien souvent, si je prends l'exemple de la luminescence par exemple, le luminophore rouge qui est constitué de 2 terres rares, l'yttrium et l'europium, est en général dans les lampes est mis avec un luminophore vert qui lui va contenir du lanthane, du cérium et du terbium. Donc il faut que ces produits, je vais expliquer un petit peu après comment on les élabore, il faut que ces produits soient ensemble dans l'application finale, mais inversement, si dans la structure du produit lui-même, vous avez ne serait-ce que 5 ppm de cérium dans de l'yttrium europium, vous allez tuer la qualité de votre luminescence. Ça explique un petit peu la difficulté du procédé en termes de séparation des terres rares entre elles. Bon, j'ai vraiment du mal avec ça. Ok. Là, vous avez des évolutions de croissance entre 2012 et 2018, donc c'est ce qui est prévu pour les différentes applications dans lesquelles les terres rares entrent. Et vous voyez que, bon, là, on a listé différentes applications, et vous voyez que les aimants, c'est clairement ce qui tire complètement le marché des terres rares. Les aimants, ce n'est pas toutes les terres rares, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça concerne 3 terres rares. Ça concerne le praséodyme, le néodyme et le dysprosium. Les autres applications ont des besoins qui croissent, mais qui croissent beaucoup moins. Ça veut dire qu'on va avoir un problème, et je vais en parler juste après, on va avoir un problème d'équilibre entre terres rares. Pourquoi ça? Parce que les différents minerais contiennent toutes les terres rares, à plus ou moins riches en terres rares légères, plus ou moins riches en terres rares lourdes, mais vous n'avez pas de minerai spécifique du néodyme, vous n'avez pas de minerai spécifique du dysprosium. Vous voulez récupérer du dysprosium, vous allez avoir les terres rares adjacentes avec lui. Vous voulez récupérer du néodyme, vous allez avoir les terres rares adjacentes avec le néodyme aussi. Ici, j'ai essayé de faire un calcul que beaucoup de puristes critiqueraient, mais qui est simplement pour montrer quelle est la problématique. Là, je liste pour 2018 les besoins dans la plupart des terres rares, néodyme, praséodyme, 41 000 tonnes, dysprosium, 1700 tonnes, etc. Et je dis, comme le besoin principal, ce sont les aimants, je vais essayer de voir comment équilibrer la production de terres rares à partir de différents types de minerais pour juste être en balance avec ces besoins praséodyme, néodyme. D'accord? Donc ici, j'ai les besoins, 41 000 tonnes de néodyme, praséodyme, 1700 tonnes de dysprosium, et ici, j'ai ce que je produis entre la Chine et ce qui est hors de Chine, et je vois que j'arrive comme ça à avoir quelque chose qui est à peu près équilibré entre mes productions et mes besoins pour le néodyme, praséodyme et pour le dysprosium. Si je fais ça, je vais produire les autres terres rares associées, puisqu'ils sont ensemble dans le minerai. Et ce qui va se passer, c'est que je vais produire ça, par exemple, je prends le cas du cérium, je vais produire 35 000 tonnes de cérium plus 25 000 tonnes de cérium hors Chine.
donc quelque chose aux alentours de 60 000 tonnes, plus de 60 000 tonnes, alors que les besoins sont de 36 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un gros excès de cérium. Pareil pour les autres. Et ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très réaliste, et donc ça va poser un vrai problème d'équilibre à long terme. Oui, ben là, je ne fais rien que répéter ce que je viens d'expliquer. Le dernier point, là, juste pour citer le dernier point, le recyclage dont je vais parler ensuite va vous donner une petite flexibilité pour essayer d'adapter au mieux, puisque quand vous recyclez quelque chose, vous ne recyclez pas toutes les terres rares. Vous recyclez que les terres rares qui ont été utilisées pour cette application-là. Donc ça permet d'être un petit peu mieux adapté, un petit peu mieux équilibré entre vos matières premières et vos produits finis, mais ça reste quand même à la marge par rapport au gros problème d'équilibre dont je viens de parler. Bon, maintenant je vais parler réserve, besoin, et voir un petit peu comment tout ça s'équilibre au niveau mondial. Ici, ce sont des réserves dans le monde. C'est des chiffres qui ne sont pas toujours admis, mais tout le monde admet qu'on a entre 100 et, disons, 110 millions de tonnes de terres rares en tant que réserve dans le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, 115 000 tonnes d'utilisation en 2012. Les chiffres les plus optimistes font monter tout ça à 180 000 tonnes en 2018, donc pas vraiment de problème de réserve. 1000 ans en gros de réserve, bon, même si certains chiffres sont critiquables, on sent bien que le problème il n'est pas là. Le problème il est ailleurs, le problème il est dans la position que la Chine a pris en termes de producteurs de matières premières de terres rares. Là vous avez au fil du temps, alors ça s'arrête en 2009, mais les dernières années n'ont pas changé grand-chose au tableau. Au fil du temps, les évolutions globales en application de terres rares, donc vous voyez qu'on retrouve les 120 000 tonnes dont je parlais tout à l'heure en partant de presque rien en 1950, et les producteurs de matières premières, donc là en bleu foncé les États-Unis, en bleu clair d'autres pays, et en jaune la Chine. Et on voit bien que depuis le milieu des années 80, la Chine a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui c'est quasiment la seule productrice. Ça, donc pas de problème de réserve, mais un vrai problème de disponibilité. Ça, associé au fait que la Chine a, depuis le milieu des années 2000, mis en place une politique de quotas, a créé un problème de prix, d'envolée des prix dans les années 2011-2012. Donc ici, sur ce graphe-là, je représente la production totale chinoise, et à partir de 2005, vous avez la mise en place de quotas. En bleu clair, la demande externe à la Chine, la différence étant ce que la Chine consomme elle-même. Vous voyez que donc ce sont des quotas à l'export. 2005, 2006, 2008 à peu près, vous avez, et 2009 encore plus, vous avez des quotas qui sont supérieurs aux demandes externes. Donc la Chine a mis en place des quotas, mais ça n'a pas de vraies conséquences en termes de disponibilité et en termes de prix. Puis, 2010, vous avez soudainement les quotas qui chutent, alors même que la demande externe augmente. Et ça s'est traduit directement par ça. Voilà. Les prix, alors là, il y a différentes terres rares, c'est exprimé en dollars par kilo. Si je prends le cas du néodyme, vous voyez qu'il était aux alentours de 10 dollars du kilo en 2009. Il est monté à 300 dollars du kilo, et puis depuis, c'est redescendu. Donc ce problème-là, bien évidemment, ça a eu une conséquence sur la réaction des utilisateurs de terres rares. Et cette conséquence s'est traduite, comme vous avez un problème de disponibilité de terres rares provenant de Chine, et en parallèle,
vous avez le fait qu'il n'y a pas de problème réellement de réserve, les gisements existent. Ça a provoqué une inflation de projets terres rares hors Chine. Donc là, c'est une vision un peu globale. Il y en a eu beaucoup plus que ça. Ça, ce sont des projets qui, disons, sont arrivés au moins à une étape d'étude de préfaisabilité. Voilà. Hein, d'accord. Alors, dans ces projets, 3 ont effectivement donné lieu à une vraie production. Hein. On en a un aux États-Unis, un en Australie, un en Inde. Alors l'Inde, c'est en train de démarrer, ça n'a pas réellement démarré. Et puis il y a une mine dans la péninsule de Kola en Russie qui n'a jamais arrêté. Voilà, donc 3 de ces projets ont donné lieu à une mise en production effective. Le problème, c'est que ces 3 projets-là, Basnésite de Mountain Pass, Mount Well, donc ça c'est le projet américain, ça c'est le projet australien, et puis j'aurais pu mettre le projet indien qui est pareil. Ces 3 projets-là sont basés entièrement sur des minéraux contenant des terres rares légères. Donc ça résout partiellement, et quand je dis partiellement, c'est vraiment très partiel, la problématique de monopole chinois sur les terres rares légères, mais ça ne résout absolument rien sur les terres rares lourdes. Et de ce fait-là, vous avez d'autres projets, hein, qui sont un au Canada, un autre au Canada, un en Lovedale, c'est en Namibie, qui eux sont basés sur des terres rares lourdes. Problème de ces projets basés sur des terres rares lourdes, premièrement, ce sont des projets qui sont basés sur des minéraux qui n'ont jamais été exploités jusqu'à présent. Donc ce sont des minéraux de terres rares, comme il y en a un qui s'appelle le dialyte, qui n'ont jamais été exploités. Donc on comprend bien qu'entre un projet qui est basé sur un minéral qui a été exploité dans le passé ou qui est aujourd'hui exploité en Chine, et un projet qui est basé sur un nouveau type de minéral, les temps de développement ne sont pas les mêmes. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pour certains d'entre eux, c'est le cas par exemple pour Thor Lake au Canada ou pour Kipawa au Canada, ils sont basés sur des minéraux qui ne contiennent pas que des terres rares. Ils contiennent aussi du zirconium, ils contiennent aussi du niobium et du tantal. Donc il va falloir que vous ayez un procédé beaucoup plus complexe pour être capable de valoriser non seulement les terres rares, mais d'autres éléments aussi. Et en plus, il va falloir que vous abordiez un marché plus compliqué. Hein. J'ai expliqué que le marché des terres rares était compliqué. Et là, en plus du marché des terres rares lui-même compliqué, vous allez devoir aborder le marché des zirconium, etc. Tout ça fait que tous ces projets vont mettre beaucoup de temps avant d'être réellement mis en place. Donc ça, je l'ai dit. Bon, non, peut-être un mot simplement sur les 3 projets qui ont déjà démarré. Donc la Basnésite, la Mountain Pass, la monazite à Mount Weld en Australie et la monazite en Inde. Comme je l'ai dit, ce sont des projets basés sur des terres rares légères. L'autre caractéristique, c'est que ce sont des projets qui ont beaucoup de mal à démarrer. Hein. Ils avaient prévu d'être déjà l'an dernier à pleine capacité. Ils sont aujourd'hui soit juste au niveau du démarrage, soit ils ont démarré avec beaucoup de difficultés. Et donc cette situation qui est en grande partie liée au fait que depuis, disons, fin des années 90, milieu des années 90, la totalité des compétences sur le traitement des minerais de terres rares, sur la séparation de terres rares, a été déplacée en Chine. Pratiquement tous les acteurs non chinois ont arrêté. Et donc, il y a eu une vraie perte de compétences hors Chine. On est quasiment les seuls Solvay en France à avoir maintenu cette activité-là. Et de ce fait-là, beaucoup de difficultés, et tous ces projets ont des vraies difficultés de cash. Et difficultés de cash sur des projets naissants, ça veut dire que pour les autres projets,
ce n'est pas un bon signe que vous donnez aux investisseurs. Donc tous les autres projets aujourd'hui, dont on a besoin, comme je l'ai dit, pour avoir une production de terres rares lourdes hors Chine, on n'a besoin que de nouveaux gisements de terres rares lourdes hors Chine soient mis en production. Tous ces autres projets ont de très grosses difficultés financières et ont beaucoup de mal à être, je ne sais pas comment dire, attractifs vis-à-vis des investisseurs. Bon, je vais parler un petit peu de procédés. On a un minerai et on va utiliser les terres rares dans des lampes, dans des disques durs, à différents niveaux d'une voiture. Comment est-ce qu'on passe de cette pierre à ces produits sophistiqués? Donc en fait, là pour tout au moins tout le départ, je vais enfoncer des portes ouvertes pour la plupart d'entre vous. On a une mine. La première étape consiste à faire de la concentration physique afin d'obtenir le concentré du minerai lui-même. Ensuite, une fois qu'on a ce concentré, on fait de la chimie, c'est-à-dire qu'on fait de l'attaque chimique de ce minéral et on obtient à cet endroit-là une solution contenant toutes les terres rares. Comme je vous l'ai dit, une solution contenant toutes les terres rares n'a pas de valeur d'application. Pour être capable de passer de cette solution au produit fini, il va falloir faire des séparations de terres rares entre elles. Et ça, c'est cette troisième étape qui permet de faire de la séparation de terres rares et qui va permettre d'obtenir des solutions des différentes terres rares pures. Et ensuite, à partir de cette solution de terres rares, on fait ce qu'on appelle une étape de finition pour obtenir les oxydes finaux qui vont pouvoir ensuite être utilisés dans les applications. Donc je vais rapidement décrire ces différentes étapes. Première étape, donc on a notre minerai qui contient souvent entre 0,2%, c'est la plupart des minerais qui sont actuellement travaillés, jusqu'à 15%, ça c'est un minerai qui est très très riche, d'oxyde de terre rare. ReO, ça signifie Rare Earth Oxide, donc c'est l'oxyde de terre rare contenu dans le minerai. On va, à partir de ce minerai, faire les étapes classiques des sociétés minières, et notamment on fait alors je sais que dans l'industrie des terres rares on appelle ça bénéficiation, c'est de l'enrichissement physique pour obtenir donc notre minéral purifié des autres minéraux et qui va contenir entre 20 et 60% de terres rares selon le cas. Ça se fait comment? Alors ça se fait par des techniques que je suis sûr vos professeurs vous ont expliqué bien mieux que moi je ne les connais. C'est du broyage, c'est éventuellement du broyage fin, de la classification. Point important pour les terres rares, la séparation magnétique. Les terres rares ayant des propriétés magnétiques, on peut utiliser la séparation magnétique pour concentrer les minéraux de terres rares et puis de la flottation. Donc, à partir de là, dès que ça voudra, voilà, à partir de là, on a notre minerai de terres rares qui a été concentré, le minéral a été concentré. Et donc, ce que l'on veut, c'est obtenir la solution contenant l'ensemble des terres rares. Et là, on passe à de la chimie. Je ne vais pas faire une grande explication. Sachez simplement qu'il y a en gros deux grands principes de traitement chimique. Un principe sulfurique, un principe sulfurique et un principe sodique. On passe par un sulfate de terre rare dans ce cas-là. Après, on change le sulfate en soit chlorure, soit nitrate, et on obtient notre solution de terre rare qui va pouvoir aller à l'étape de séparation des terres rares entre elles. Dans le cas de l'attaque sodique, on obtient un hydroxyde que l'on redissout dans de l'acide chlorhydrique, dans de l'acide nitrique, et de la même façon, on obtient notre solution qui va aller en séparation. Point très très important quand on parle de terres rares, il n'existe pas de minerai de terres rares ne contenant pas de radioactivité. Il y en a plus ou moins, mais il y en a toujours. Alors,
vous pourrez peut-être entendre certains représentants de Junior Mining dire « Moi, mon minerai n'a pas de radioactivité ». C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand les teneurs en radioactivité sont très faibles, les teneurs en terres rares sont très faibles. Comme vous devez avoir une étape de concentration des terres rares elles-mêmes afin d'être ensuite capable de les processer, vous allez concentrer la radioactivité aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous allez en général à ce niveau-là, c'est pas systématiquement là, mais c'est très souvent au niveau du cracking, vous allez générer des déchets radioactifs. Il faut savoir que les procédés pour traiter ces déchets, pour les insolubiliser, pour les stocker, sont parfaitement maîtrisés. On les a pendant très très longtemps utilisés à La Rochelle et honnêtement, on est tout à fait capable de suivre les réglementations des pays où ces produits sont traités, sachant que les pays européens sont souvent très avancés en termes de réglementation, et je ne dis pas ça du tout de façon ironique. Je pense réellement que c'est une très bonne chose d'avoir des réglementations avancées sur le sujet. Le fait qu'on ait en Europe une industrie nucléaire importante fait qu'il y a eu toute une compétence de développer sur ce qu'est la radioactivité, comment la gérer, etc. Voilà, je vais juste prendre un tout... C'est bon au niveau de temps ? C'est bon, ouais. Je vais juste prendre un tout petit peu de temps pour expliquer un point particulier qui, vis-à-vis d'une école de géologie, d'étudiants géologues, je pense peut être intéressant. Il se trouve qu'en plus des différents minéraux dont j'ai parlé précédemment, il y a un minéral qui est très particulier, qui pour l'instant n'est exploité qu'en Chine et qui représente la totalité des productions de terres rares lourdes actuelles dans le monde. Alors il y a plein de projets hors Chine qui sont basés sur d'autres types de minéraux, mais tout ce qui est produit aujourd'hui provient de Chine pour les terres rares lourdes, et toutes les terres rares lourdes de Chine proviennent de ce type de minéral. En fait, c'est tout bêtement de l'argile. Et donc c'est une argile avec foliaire, entre la distance interfoliaire à précisément une taille permettant à l'ion terre rare de bien s'insérer. C'est une latérite. Et donc les exploitations se font sans attaque réelle du minéral. Le minéral n'est pas craqué et simplement ce que font les Chinois, c'est qu'ils injectent une solution ionique de sulfate d'ammonium qui va percoler dans l'argile et qui va échanger lors de cette percolation entre les feuillets d'argile, va échanger l'ion ammonium là contre l'ion terre rare. Et donc on va recycler comme ça la solution de lixiviation un nombre de temps suffisant pour in fine récupérer nos terres rares en solution. Voilà. Donc c'était juste pour le signaler parce que c'est quelque chose qui est très particulier à la Chine et qui aujourd'hui représente un intérêt économique considérable puisque c'est la totalité des terres rares lourdes actuellement utilisées qui provient de ce type de procédé. J'ai dit tout à l'heure que toutes les terres rares, que tous les minerais de terres rares contenaient de la radioactivité. En réalité, donc là vous avez différents types de minerais avec leur teneur en radioactivité. En réalité, la famille radioactive principale contenue dans les terres rares, c'est pas l'uranium, c'est le thorium. Mais bon, ensuite c'est de la chimie pour être capable de le traiter. Voilà, donc là je parle de l'aspect conséquences environnementales du traitement des minerais de terres rares. Pendant de nombreuses années à La Rochelle, on a utilisé de la monazite qui elle-même contient de la radioactivité. Donc nous, on a longtemps été capable de parfaitement éliminer cette radioactivité qui ensuite était gérée dans des centres de stockage nationaux prévus pour ça. Mais aujourd'hui, comme on a arrêté le traitement de ce minerai, aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment,
la totalité des minerais, la totalité pratiquement, mis à part ceux qui ont redémarré, provient de Chine. Et clairement, vous avez pu voir peut-être, il y a eu de nombreux articles là-dessus, il y a eu également quelques émissions de télévision expliquant que l'industrie des terres rares était une industrie sale. Il est exact que pendant de très nombreuses années, la Chine a très mal géré cette problématique-là. Ils en ont pris conscience, très honnêtement. Je ne dis pas ça parce qu'on est implanté en Chine et parce que je veux passer de la brosse à relire aux autorités chinoises. Ils en ont réellement pris conscience. Ceci dit, entre le moment où on en prend conscience et le moment où on est capable de mettre en place et de faire appliquer les mesures permettant de résoudre, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, et donc nous, aujourd'hui, on travaille avec de nombreux producteurs potentiels, enfin de ce qu'on appelle des junior mining, donc des gens qui ont des projets de terre rare. La première chose qu'on leur dit, c'est expliquez-nous comment vous traitez votre radioactivité. On veut comprendre ça parce que c'est le point clé pour être sûr que votre projet a des chances de réussite. Deuxième point, troisième. L'aspect, donc j'ai dit, là on en est au niveau où on a notre solution de terres rares, et donc il va falloir séparer les terres rares entre elles pour être capable de les obtenir sous une forme telle qu'on puisse ensuite les utiliser. Et ça se fait dans ce type d'outils que l'on appelle des mélangeurs décanteurs par une technologie d'extraction par solvant. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Ce qu'il faut, juste pour vous, je vais pas détailler cette technologie, juste pour vous expliquer, on utilise une molécule organique qui a des capacités complexantes différentes en passant d'une terre rare à l'autre. Mais comme je l'ai expliqué au début, le comportement chimique des différentes terres rares entre elles est très proche. Et donc, même s'il va y avoir une légère sélectivité, cette sélectivité est faible. Si vous faites l'expérience une seule fois de faire une extraction d'un mélange de deux terres rares, vous allez avoir un très faible enrichissement d'une des terres rares par rapport à l'autre dans votre solvant. Et pour être capable de passer d'un mélange qui contient 10% de l'une, 90% de l'autre, à un mélange qui contient, à deux terres rares séparées à 99,999% de chacune, parce que c'est ce niveau-là de pureté qu'il faut avoir, on comprend qu'il faut renouveler cette expérience, cet effet unitaire un très grand nombre de fois. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, à La Rochelle, donc, on est capable de séparer la totalité des terres rares entre elles. Et pour faire ça, on a de l'ordre de, je crois que j'ai mis 1100 là. Oui, c'est ça. Là, 1100 mélangeurs décanteurs. Donc ça, c'est un mélangeur décanteur. Et vous avez, dans l'ensemble de l'usine, vous en avez 1100. Et c'est ce qui est nécessaire pour arriver à faire cette séparation de toutes les terres rares entre elles. Je vais passer là-dessus. Là, on a obtenu nos terres rares en solution, pure, individuelle. Et ce que l'on veut, in fine, dans un premier temps, c'est obtenir des oxydes. Donc là, ça se fait par des technologies chimiques assez simples, en termes de principe assez simples. On a notre solution, on rajoute un agent précipitant, on mélange tout ça, on filtre, on a nos effluents qui ensuite, dans notre cas, sont recyclés, et on obtient un gâteau humide qui contient la terre rare qu'ensuite on calcine dans des fours spécifiques et on obtient comme ça les différentes terres rares sous forme oxyde ou sous forme de sel d'ailleurs dans certains cas purs qui vont pouvoir être utilisés dans les applications finales. Alors je voudrais juste passer sur une application importante qui est l'application d'aimant, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai montré au départ, ce qui tire vraiment la demande en terres rares, ce sont les aimants. Et il est bien évident qu'entre l'étape précédente dont j'ai parlé, qui permet d'obtenir les 3 terres rares utilisées dans les aimants, néodyme, praséodyme, dysprosium pur, sous forme oxyde, et l'aimant final, il y a des choses à faire. Donc là, c'est juste pour expliquer quelles sont les étapes principales. Donc là, vous avez vos terres rares oxydes.
vous allez d'abord les mettre, les solubiliser dans un bain de sel fondu, qui est un bain de fluorure. Et donc là, vous êtes à 1100 degrés, entre 1000 et 1100 degrés, et vous avez donc un bain de sel fondu contenant vos terres rares. Et là-dessus, vous allez faire de l'électrolyse. En faisant l'électrolyse, vous allez pouvoir déposer votre métal, et donc à ce niveau-là, vous avez du néodyme métal, du praséodyme métal, du dysprosium métal, qui ensuite va être transformé en éléments magnétiques par une technologie qui consiste à l'obtenir d'abord sous forme poudreuse, puis d'abord à faire un alliage, parce que l'aimant il n'est pas constitué que de terres rares, c'est un néodyme fer-bore ou dysprosium fer-bore. Donc il faut rajouter du fer et du bore pour avoir l'alliage. Cet alliage ensuite, par des technologies physiques, vous allez le mettre dans des champs d'aimantation de façon à orienter les spins de façon à ce que vous obteniez l'aimantation finale, et après ça, vous allez être capable d'intégrer votre aimant dans les applications nécessitant des aimants permanents. Typiquement, deux exemples, une voiture classique avec tous les petits moteurs que vous avez, lève-vitre ou bien les petits, comment on dit, sensors, la direction assistée, etc. Il y a de l'ordre de, je crois que c'est de l'ordre de 300 à 500 grammes de terres rares, voilà, sous cette forme-là. Une éolienne, vous pouvez avoir de l'ordre de 300 kg. Les véhicules électriques, vous allez avoir de l'ordre de, je crois que c'est une petite cinquantaine de kilos de terres rares. Voilà l'ordre de grandeur de terres rares que vous pouvez avoir dans une éolienne ou dans une voiture, qui sont, dans ce cas-là, ceux dont je viens de parler, sont uniquement la partie aimant. Là, ça explique simplement les étapes que je viens d'expliquer rapidement pour aller jusqu'à l'aimant final. Autre application, la catalyse de dépollution automobile. Toutes les voitures maintenant sont équipées, heureusement, de pots catalytiques. En fait, ces pots catalytiques, c'est quoi ? C'est une espèce de brique comme ça, perforées, qu'on appelle nid d'abeille, qui sont enduites de terres rares particulières, et sur les terres rares, on met des métaux précieux qui vont avoir l'effet catalytique. Et pour être capable d'intégrer un pot à la ligne d'échappement d'une voiture, vous allez devoir avoir une formulation très particulière de terres rares. Et le point clé, à quoi sert la terre rare dans cette application particulière ? Elle sert d'une part à permettre aux métaux précieux d'être actifs. Donc il faut que vous ayez une très grande surface spécifique pour essayer de mettre le moins de métal précieux pour une activité donnée. Et elle sert aussi au fait que, comme vous allez devoir avoir à la fois une réaction d'oxydation et de réduction, vous allez, dans un mélange qui, lui, est soit oxydant, soit réducteur, vous allez devoir être capable de stocker de l'oxygène et de le relarguer au bon moment pour passer d'un type de mélange à l'autre. Et ça, c'est la terre rare qui le permet. Il faut que je... Terminé. Non, d'accord. Si vous pouvez. Non, c'est bon. Je parle pas de recyclage. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. Merci pour cet éclairage sur les terres rares. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, à gauche, oui. Oui, bonjour. J'aurais deux questions courtes. Vous avez cité à plusieurs reprises les applications au niveau des aimants, et vous avez cité les éoliennes et les voitures électriques. N'y a-t-il pas de terres rares dans les autres types de générateurs
ou de moteurs dans l'industrie, dans les centrales nucléaires par exemple, il y a des générateurs. Les aimants là ne comportent pas de terres rares? Alors, en fait, tous les aimants permanents, donc je parle uniquement des aimants permanents, à haute efficacité, sont sur une base néodyme-ferbore maintenant. Les autres types d'aimants permanents, c'est par exemple les ferrites ou les alnicos, qui ont des caractéristiques bien moindres que les éléments aux terres rares. À partir du moment où vous avez un besoin d'aimantation permanente, soit très forte, comme c'est le cas par exemple des éoliennes, soit pas obligatoirement très forte, mais vous voulez le réduire au maximum, vous êtes obligé de passer par des aimants aux terres rares. Donc, quelles sont les autres applications qui utilisent des aimants aux terres rares? Dans une voiture, il y en a énormément. Dans l'industrie nucléaire, il y a besoin de terres rares, mais pas au niveau des aimants. À ma connaissance, il n'y a pas d'aimants utilisant des terres rares dans l'industrie nucléaire. Par contre, on a tous des petits outils sans fil dont l'entraînement est fait par aimant permanent à base de terres rares, voilà, par exemple. Oui. Donc ça joue sur l'efficacité, le rendement énergétique d'un moteur, le fait d'utiliser des terres rares. Alors, ça c'est deux choses différentes. Ce dont je parle, c'est le fait que vous êtes capable d'entraîner un moteur ou de modifier la position d'un sensor par le fait que vous l'aimantez. Donc vous êtes capable de réguler sa position, soit fixe, soit au contraire en la faisant tourner très vite. Ça c'est l'intérêt des terres rares. Mais si au lieu d'avoir un aimant aux terres rares, vous avez un aimant à la ferrite, vous allez être capable de le faire de la même façon. La seule différence, c'est que dans un cas, vous allez peut-être avoir un aimant de cette taille-là, avec une ferrite, la même efficacité sera obtenue avec un aimant de cette taille-là. Voilà. Et ma deuxième question, c'était concernant le recyclage. Je voulais connaître nos capacités à recycler ces terres rares, d'une part, et leur impact écologique. Je peux prendre un peu de temps? Écoute, ça tout dépend s'il y a d'autres questions. Si c'est la seule question, on peut prendre les 15 minutes. Essayez de faire court. Ouais, ou alors on prend d'autres questions, on revient sur celle-ci après, si ça ne vous ennuie pas, monsieur. Si vous pouvez faire une réponse courte. Alors, je fais la réponse. Donc, en fait, les terres rares, comme tout élément minéral, peuvent être recyclés, bien sûr, peuvent être recyclés. La problématique est une problématique économique. Lorsqu'il y a eu le pic des terres rares dont j'ai parlé tout à l'heure en 2010-2011, tous nos clients nous ont demandé de recycler les terres rares. Et puis, donc, on est arrivé avec des solutions pour la plupart des applications. Il se trouve que recycler une terre rare, c'est un procédé compliqué, parce que vous avez les terres rares dans des conditions, sous une forme particulière, une forme chimique particulière, une forme... donc ça va vous demander un procédé compliqué. Ensuite, la question, c'est quel est le coût de ce procédé. Et in fine, nous, on a choisi de mettre en place le recyclage des terres rares contenues dans ce genre de choses, là, les lampes basse consommation ou les lampes, soit les tubes, soit les lampes compactes. Pourquoi? Parce que dans ces lampes-là, il y a deux terres rares chères. Il y a l'europium et le terbium. Et donc, le coût du recyclage justifie son recyclage. Pour les autres applications, je vais prendre un autre exemple où on est en train où on travaille aujourd'hui avec Umicore. Si on prend le cas des batteries, les batteries dites nickel-métal-hydrure, en réalité, la forme métal de nickel-métal-hydrure, ce sont des terres rares. Mais ce sont des terres rares qui font partie des terres rares les moins chères. C'est surtout du lantane qu'il y a à l'intérieur. Si vous recyclez ces batteries pour les terres rares contenues, clairement, ça ne va pas être rentable par rapport au prix d'extraction des terres rares des mines. Aujourd'hui, le prix auquel vous allez arriver sera supérieur au prix des terres rares des mines. Néanmoins, on recycle ces batteries. Pourquoi? Parce qu'on a une collaboration avec Umicore. Umicore, aujourd'hui, traite ces batteries pour en récupérer le nickel. Et donc l'essentiel du coût de traitement est supporté par le nickel, les terres rares étant un sous-produit. Dans ces conditions-là, ça marche. Mais il y a des tas d'autres exemples où le procédé existe, nous on l'a travaillé,
Lorsqu'en 2011, on est allé voir nos clients en leur disant, ben voilà, nous on a une solution à votre problème. Ah oui, mais entre-temps, plutôt on a commencé à travailler en 2010, lorsqu'on est allé les voir en 2012-2013, entre-temps le prix avait chuté, il a dit, à ce prix-là, moi j'achète pas. Hein, voilà. C'est ça, le problème est vraiment un problème économique. Comme souvent. Et une autre question? Oui? Ça marche? Oui, ça marche. Ouais. Benoît Crépin de l'Université Lille 1. La question est en partie liée à celle qui vient d'être posée. Vous avez essentiellement évoqué les aspects des coûts économiques du recyclage. Si on prend également en considération les impacts écologiques et si on compare l'impact d'une extraction classique face au recyclage, est-ce que vous pensez que cette filière a vocation à se développer ou pas du tout? Alors, d'abord, je ne crois pas, il y a des gens du BRGM qui le montrent très bien, que le recyclage peut être une solution aux besoins dans des matières premières dans des ressources qui sont en croissance, hein, pour des raisons, mathématiquement, ça se montre très très simplement. Ensuite, est-ce que le recyclage est nécessaire? Oui, bien sûr, pour éviter de mettre des choses valorisables en déchets et pour avoir des produits qui ne sont pas récupérés de la terre. Donc oui, c'est intéressant. C'est pour ça que nous, on fait le recyclage des terres rares, des lampes, et qu'on maintient cette activité, même si aujourd'hui le prix des terres rares a beaucoup chuté. Donc oui, c'est nécessaire. Maintenant, demander à un industriel de perdre de l'argent sur une base du recyclage, ce n'est pas possible. Après, il peut y avoir une partie du coût qui est pris par une considération sociale. Donc après, vous pouvez mettre des taxes sur les déchets, il y a des tas de solutions qui permettent de prendre en compte ce coût associé aux déchets. Le problème, c'est que vous avez en face de vous des Chinois qui n'ont pas obligatoirement exactement les mêmes règles, quoi. Oui, ici à gauche. Bonjour. Donc je voulais vous demander, vous avez dit que les terres rares, ils se mettaient en place dans différentes roches. Donc par exemple, vous avez parlé des argiles tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau de la France, c'est qu'on n'est pas concerné par les terres rares parce qu'il n'y en a pas, ou c'est parce que le coût d'exploitation il est trop important en France, ou par exemple dans d'autres pays européens? Je participe actuellement à une ANR. Donc une ANR, ça veut dire Alliance nationale pour la recherche. Ce sont des projets financés par l'ADEME, avec comme leader de cette ANR le BRGM. Le but étant, d'une part, d'essayer de mapper, je cherche le terme, d'avoir une cartographie, des ressources terres rares en Europe. Donc c'est pas limité à la France, c'est l'ensemble de l'Europe. Et d'autre part, de comprendre quels sont les flux. Donc je ne parle pas des flux, là je parle vraiment de l'aspect ressources. Et on commence à avoir une très très bonne vision. Alors bon, c'est pas des études nouvelles, hein, c'est des choses qui existent dans les cartons depuis longtemps. Simplement, ça a été bien montré par l'équipe du BRGM qui travaille là-dessus. On commence à avoir une très très bonne vision de ce que sont les ressources en Europe. Il y a un projet aujourd'hui en Europe qui est, à mon sens, un des très très bons projets mondiaux hors Chine. Il se trouve en Suède. La Suède, comme disons le bouclier scandinave de façon générale, a des ressources très intéressantes en terres rares. Pour ce qui est de la France, il y a des occurrences. Il y a notamment qui sont des placers, notamment dans la partie en Bretagne, il y a pas mal de placers en Bretagne, mais ce sont que des occurrences, rien qui justifie une exploitation industrielle. Et puis même si c'était le cas, après il y a un problème d'acceptation sociétale. Mais en l'occurrence, la question ne se pose pas pour la France sur les terres rares. Bonjour, donc je m'appelle Alexis Zagno.
Moi j'avais une question, c'était par rapport, on voit que de plus en plus on utilise ces terres rares avec les éoliennes ou bien des turbines en haute mer comme EDF va en construire. Et quel en est l'état, si on continue comme ça, dans le monde des stocks de terres rares? Est-ce qu'on en a ad vitam aeternam? C'est ce que j'indiquais tout au début de mon exposé. Hein. Aujourd'hui, la consommation mondiale, elle est montée à 120 000. Je crois qu'en 2013, elle a plutôt été redescendue au niveau de 100 000 tonnes. Donc voilà. Hein. Et les projections les plus optimistes les font monter à 200 000. Et pour être honnête, Solvay, on ne croit pas à ces projections. Donc on pense plutôt à une stabilisation dans les années qui viennent aux alentours de 150 000 tonnes par an, alors que les ressources sont de l'ordre de 100 millions de tonnes. Donc pas de problème de ressources. Bon, une dernière question. Autrement, je pense que... Ah, oui, à droite, en bas, oui. Bonjour, je suis en première année à l'ENSG et en fait, vous avez dit qu'il y avait un problème au niveau des connaissances des terres rares hors Chine et que le marché était compliqué et que les projets avaient du mal à démarrer. Donc, ce que je voulais savoir, si c'était assez facile aujourd'hui de travailler dans les terres rares, de se lancer, ou si c'était plutôt compliqué. En fait, le problème se situe, à mon sens, le manque de la perte d'expertise dans les pays développés hors Chine se situe surtout au niveau de l'étape d'hydrométallurgie. Hein, donc entre le concentré minier et l'obtention des terres rares séparées qui peuvent être utilisées. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Donc nous, chez Solvay, on est en train de redémarrer des équipes qui travaillent là-dessus, et on est en train aussi de redémarrer des collaborations avec l'université. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très très facile de perdre une compétence. Hein. Il suffit d'arrêter une activité et 2 ans après, ou disons 5 ans après, l'essentiel de cette compétence a été perdu. C'est très compliqué de la remonter. Donc, est-ce qu'on a des besoins hors Chine de ce type de compétences? Je dirais oui, pour autant que les projets miniers dont j'ai parlé précédemment se développent, dit autrement, pour autant que les utilisateurs finaux sont prêts à payer pour la sécurisation de leurs besoins. Si les utilisateurs finaux disent la seule chose qui tire nos besoins, c'est le prix, ils vont voir en Chine et ils ont le produit à meilleur prix. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma réponse, elle est ni oui ni non. Elle est j'espère que oui, parce que si c'est oui, ça veut dire qu'il y aura réellement des projets qui vont se développer hors Chine. Merci. Bon, je crois. Ah, excusez-moi. Bon, allez-y pour la dernière question. Oui. Je crois qu'il y a des terres rares dans nos téléphones portables. Qu'est-ce que je peux faire de mon vieux téléphone qui a 15 ans et dont la batterie est morte? Est-ce qu'il est recyclable? Parce que je ne trouve plus de batterie correspondante. En fait, c'est une très bonne question et ça pose vraiment le problème de la collecte. J'ai expliqué tout à l'heure, dans la réponse, que parmi les recyclages qu'on a mis en place, il y a le recyclage des terres rares contenues dans les lampes. Pourquoi? Parce que la collecte des lampes existe, le traitement par les recycleurs des lampes existe, et jusqu'à ce que nous, on mette en place notre recyclage, ils avaient récupéré un concentré de poudre qui contenait les terres rares, qui à l'époque était enfoui en décharge. Mais disons que ce concentré existait, d'accord? Et donc on s'est greffé sur quelque chose qui existait. Si maintenant on parle des terres rares contenues dans les déchets électriques, ou électroniques plutôt, dont les téléphones portables par exemple, les recycleurs aujourd'hui ne les concentrent pas, d'accord? Il y a des parties qu'ils recyclent, c'est ce qui est dans les cartes électroniques, et ils en récupèrent les métaux précieux. Tous les aimants que vous avez dans votre téléphone portable, mais qui sont aussi dans les voitures, aujourd'hui elles passent avec le reste. Et donc s'il n'y a pas de politique permettant,
sensibilisant comme ça les recycleurs à obtenir un concentré des produits contenant les terres rares, à mon avis, on n'arrivera pas à les recycler. C'est vraiment un problème de politique de recyclage non basé sur la quantité, mais basé sur la valeur intrinsèque des produits. Voilà, bah écoutez, merci. Je crois qu'on va arrêter là parce que... Vous n'avez pas de micro? Ça marche? Merci aux intervenants d'aujourd'hui, Monsieur Christian Boissavy, Monsieur Olivier Bernet-Roland et Alain Rolla d'avoir accepté notre invitation, ainsi que Monsieur Jean-Jacques Jarige pour avoir présidé les tables rondes aujourd'hui. Peut-être que vous voulez dire quelques mots sur la Société géologique de France. Bah écoutez, si vous n'êtes pas trop fatigué après ces débats et ces présentations très riches, juste 2 mots pour vous dire que demain, donc, vous avez une journée métier avec des exposants. Il y aura un stand, grâce à la gentillesse de l'école, il y aura donc un stand occupé par un représentant de la Société géologique de France, avec qui était issu de la section jeune, avec qui vous pourrez discuter et échanger des informations. En 2 mots, la Société géologique de France, en 2014, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle, ou je vous apprends, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance, que la Société géologique de France est une société savante qui a été créée en 1830, donc vous voyez qu'elle c'est pas une demoiselle. Il y a 3 ans maintenant, en 2 ans, elle a fusionné avec l'Union française des géologues, c'est-à-dire une association professionnelle, avec le Comité national français de géologie, qui est une émanation de l'Académie des sciences et qui nous représente au sein des instances internationales des géosciences. Donc, heureusement, maintenant, nous avons une entité qui regroupe les composantes académiques, enseignants, chercheurs, et les composantes de géologie appliquée venant de l'industrie et des bureaux d'études. Donc, je crois qu'on a passé un grand pas, parce qu'en France, on sait très bien que cette dichotomie entre industrie et université est souvent un problème. Et là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une association qui est performante. Elle regroupe environ 1500 membres, 1400, 1500 membres. Évidemment, elle continue à assurer sa vocation de société savante en organisant des conférences et en publiant des revues, en particulier des revues qui recueillent les résultats des recherches, mais également des articles sur les expériences de géologie appliquée. Et puis la devise de la nouvelle Société géologique de France, c'est des géologues au service de la société. Et dans ce cadre-là, son nouveau rôle, c'est de promouvoir les métiers, de promouvoir les disciplines des géosciences dans la société au jour d'aujourd'hui, et d'être présente dans les grands débats de société qui ne manquent pas. On les a cités ce matin, on en a eu des exemples toute la journée. Et l'idée, c'est d'apporter des faits scientifiques et des connaissances pour alimenter le débat. C'est toujours difficile de prendre position, mais au moins, ce qui est important, à mon avis, c'est de séparer la connaissance scientifique et technique du choix citoyen de chacun. Donc il faut alimenter de manière factuelle chaque citoyen en connaissances et en informations scientifiques. À partir de là, chacun peut faire son choix citoyen. Et je pense que le monde associatif et pour les géosciences et la Société géologique de France peuvent être un vecteur important pour qu'on aboutisse en France à un débat apaisé sur les grands enjeux de société entre les sciences, les techniques, l'industrie et le public. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous souhaite une bonne soirée et une très bonne journée pour demain. Merci en tout cas.